Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet captivant. Ah oui, ça promet d'être intéressant. Aujourd'hui, on explore le monde fascinant du management des opérations. Un vaste sujet. Vous nous avez confié une pile de documents impressionnante, Oui, on a de quoi faire. principalement axés sur des concepts comme l'intralogistique, la logistique, la supply chain, le supply chain management, Tout ça? et comment tous ces éléments s'imbriquent pour jouer un rôle crucial dans le management des opérations. Absolument. Tous ces concepts sont liés. Accrochez-vous, on va découvrir comment les entreprises optimisent leur processus de production, De la prévision de la demande à la gestion de la capacité. tout en naviguant dans un environnement complexe, rempli de défis et d'opportunités. C'est ça, le monde des affaires d'aujourd'hui. Pour commencer, et pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on pourrait clarifier ces termes un peu techniques? Oui, bonne idée. Intralogistique, logistique, supply chain management. On les entend souvent. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tout le monde comprend vraiment les nuances entre ces concepts? Parfois, même moi, je m'y perds un peu. On a l'impression que ces termes sont interchangeables, mais il y a des subtilités importantes à saisir. Exactement. Par exemple, l'intralogistique, si je me souviens bien, c'est comme une danse parfaitement chorégraphiée à l'intérieur d'un seul entrepôt. Exactement. Imaginez un ballet de chariots élévateurs, de robots et de convoyeurs, tous synchronisés pour déplacer les produits au bon endroit, au bon moment. C'est l'optimisation des flux de matière au sein même d'un entrepôt. Alors que le supply chain management, c'est une vision beaucoup plus large. Tout à fait. C'est comme un chef d'orchestre qui coordonne tout un réseau d'organisation, des fournisseurs de matières premières jusqu'aux clients finaux. Ah oui, ok. On parle de tous les processus, de A à Z. L'approvisionnement, la production, la livraison, la gestion des stocks, tout est orchestré pour que la chaîne fonctionne de manière fluide et efficace. Et la logistique, elle s'inscrit où dans tout ça? La logistique, c'est le cœur du système circulatoire de la supply chain. Elle s'assure que les produits voyagent et sont stockés de manière optimale. D'accord. C'est elle qui garantit que les produits arrivent au bon endroit, au bon moment et en bon état. D'accord, donc la logistique, c'est le transport et le stockage. Et elle fait partie intégrante de la supply chain, qui elle-même est gérée par le supply chain management. Mais au final, c'est quoi la supply chain? La supply chain, c'est tout le réseau, l'écosystème complet, les entreprises, les personnes, les activités, les ressources, les technologies, Tout ça. tout ce qui contribue à la création et la distribution d'un produit, depuis les matières premières jusqu'au client final. On commence à y voir plus clair. Et c'est là que le management des opérations entre en jeu, n'est-ce pas? Exactement. C'est lui qui chapeaute tout ça. Le management des opérations, c'est l'art de transformer les ressources, matériaux, l'équipement, la main-d'œuvre, l'information en produits finis ou en services que les clients recherchent. D'accord. Et il ne se limite pas à la supply chain. Donc, si je comprends bien, le management des opérations, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui harmonise tous les éléments d'une entreprise pour qu'elle fonctionne de manière efficace. C'est une excellente analogie. Et ce chef d'orchestre doit être capable de diriger une symphonie très variée. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer la polyvalence du management des opérations. Imaginez un fabricant de meubles qui lance un nouveau modèle. Le management des opérations intervient à tous les niveaux. Ah oui. La planification de la production, l'approvisionnement en bois et en tissu, la gestion des stocks, le contrôle qualité jusqu'à la livraison du produit fini. Et pour une organisation caritative, comment est-ce que le management des opérations peut les aider? On est loin de l'univers de la production industrielle. Eh bien, même une organisation caritative doit gérer ses opérations pour être efficace. Le management des opérations peut les aider à optimiser la planification de leur campagne de financement, Oui, je vois. la gestion de leurs bénévoles, la distribution de l'aide aux bénéficiaires. Bref, à maximiser l'impact de leurs actions. C'est fascinant de voir comment les mêmes principes peuvent s'appliquer à des domaines aussi différents. On pourrait prendre un autre exemple, peut-être un peu plus proche de notre quotidien. Prenons une chaîne de restauration rapide qui lance un nouveau burger. Le management des opérations est crucial pour la conception du processus de production. Mhm. Comment préparer les ingrédients, comment assembler le burger, comment gérer les commandes. Il faut aussi former le personnel, gérer les stocks d'ingrédients frais, mettre en place un système de commande efficace, etc. Tout cela, là, c'est du management des opérations. D'accord, donc que ce soit pour fabriquer des meubles, distribuer de l'aide humanitaire ou servir des burgers, le management des opérations est partout. Et pour une entreprise comme un fournisseur d'accès Internet, comment ça se traduit ça? Eh bien,
Pour un fournisseur d'accès, le management des opérations va se concentrer sur l'amélioration du réseau, la planification de la maintenance, la gestion des pannes. Oui, c'est crucial. Et bien sûr, l'optimisation du service client. C'est un domaine où la fiabilité et la rapidité d'intervention sont primordiales. On voit bien que le management des opérations est un domaine vraiment transversal. Et il y a un aspect qui me semble particulièrement délicat à gérer. Les objectifs, parfois contradictoires, de la supply chain. Ah oui, la fameuse triple contrainte. On veut optimiser les stocks pour minimiser les coûts et l'immobilisation de capital. En même temps, on veut un service client irréprochable, avec des délais de livraison courts et une grande disponibilité des produits. Et bien sûr, on veut réduire les coûts de production pour maximiser les profits. Pas facile de jongler avec ces trois objectifs. Exactement. Et on ne peut pas oublier l'impact social et environnemental de la supply chain. Aujourd'hui, les entreprises doivent aussi prendre en compte ces aspects dans leurs décisions. Tout à fait. C'est un véritable casse-tête. Si vous étiez aux commandes d'une chaîne d'approvisionnement, quel serait votre objectif principal? La réduction des coûts, ça. La satisfaction client. La gestion optimale des stocks. L'impact social et environnemental. Difficile de choisir. Chaque objectif a son importance, et trouver le bon équilibre est un défi de taille. C'est là tout l'enjeu du management des opérations. Trouver les solutions les plus performantes tout en intégrant les différentes dimensions de la performance, y compris les dimensions sociales et environnementales. Et pour atteindre ces objectifs, il faut avoir une vision claire de l'avenir, non? On parle de la prévision de la demande. Oui, absolument. Et j'ai lu une phrase qui m'interpellait. Une prévision s'avère toujours fausse, et si elle est exacte, c'est uniquement par hasard. Ah oui, cette citation illustre parfaitement la complexité de la prévision. Malgré toutes les analyses, les données, les modèles statistiques, il y a toujours une part d'incertitude. Le monde est en constante évolution, les comportements des consommateurs changent, des événements imprévus surviennent. Alors, si on sait pertinemment que nos prévisions seront fausses, à quoi bon s'embêter à les faire? C'est une question légitime, mais ne vous y trompez pas. Même si elle n'est jamais parfaitement exacte, la prévision est un outil essentiel pour piloter une entreprise. Que ce soit pour la finance, les ressources humaines, le marketing, les ventes ou la production, tout le monde a besoin de repères pour prendre des décisions éclairées. Concrètement, en quoi est-ce que la prévision aide les différentes fonctions de l'entreprise? Prenons l'exemple de la finance. Pour élaborer un budget, pour investir dans de nouveaux équipements, pour financer la croissance de l'entreprise. Oui. La finance a besoin de projections sur les revenus futurs, les coûts, les besoins en financement, etc. Et pour les ressources humaines? Les ressources humaines s'appuient sur les prévisions pour anticiper les besoins personnels, planifier les recrutements, les formations, la gestion des carrières. Sans une vision de l'évolution des effectifs, impossible de gérer efficacement les talents de l'entreprise. Pour le marketing et les ventes, c'est assez évident, non? Oui, bien sûr. Les prévisions de vente sont le point de départ de toute stratégie marketing et commerciale. Elles permettent de fixer des objectifs ambitieux mais réalistes, de définir les budgets, de planifier les campagnes promotionnelles, etc. Et pour la supply chain, en quoi est-ce que la prévision est importante? Imaginez essayer de gérer une chaîne d'approvisionnement sans aucune idée de la demande future. Oula! Ce serait le chaos total. Grâce aux prévisions, on peut. D'accord, je comprends mieux l'importance des prévisions, même si elles ne sont pas parfaites. Mais concrètement, comment fait-on pour les élaborer? J'imagine qu'il y a des méthodes spécifiques. Exactement. Il existe deux grandes familles de méthodes de prévision. Les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. C'est quoi la différence entre les deux? Les méthodes qualitatives, comme leur nom l'indique, s'appuient sur des données qualitatives, c'est-à-dire des avis d'experts, des études de marché, des analyses de tendances. Elles font appel à l'expertise humaine, au jugement, à l'intuition. Donc, si je comprends bien, on utilise les méthodes qualitatives quand on manque de données historiques, par exemple pour un nouveau produit ou un marché émergent. C'est souvent le cas, oui. Par exemple, pour un nouveau produit technologique, on peut s'appuyer sur l'avis d'experts du secteur, sur des études de marché ou encore sur l'analogie historique, c'est-à-dire l'analyse de l'adoption de produits similaires dans le passé. Et les méthodes quantitatives fonctionnent comment? Les méthodes quantitatives s'appuient sur des données historiques, des chiffres, des statistiques. On utilise des modèles mathématiques et statistiques pour identifier des tendances, des relations entre les variables et pour projeter ces tendances dans le futur. Ah, d'accord, donc c'est plus rigoureux, plus scientifique. Et oui, Mais ça nécessite d'avoir des données historiques. exactement. On ne peut pas faire de prévision quantitative sans un historique de données sur lequel s'appuyer. Et quelles sont les méthodes quantitatives les plus courantes? Il en a plusieurs. Mais on peut citer par exemple la régression linéaire,
qui permet de modéliser une relation linéaire entre une variable à prédire, par exemple les ventes, et une ou plusieurs variables explicatives, par exemple le prix, la publicité ou la saisonnalité. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de régression linéaire? Imaginez une entreprise qui vend des crèmes glacées. Elle peut utiliser la régression linéaire pour analyser l'impact de la température sur ses ventes. Plus il fait chaud, plus les gens ont envie de glace, donc plus les ventes augmentent. La régression linéaire permet de quantifier cette relation et de prédire les ventes en fonction des prévisions météorologiques. Astucieux. Et les séries chronologiques, comment est-ce qu'on les utilise pour faire des prévisions? Les séries chronologiques sont des données collectées à intervalles réguliers dans le temps. D'accord. Par exemple, les ventes mensuelles d'un produit sur plusieurs années. En analysant ces données, on peut identifier des tendances, des cycles, des saisonnalités et utiliser ces informations pour prédire l'évolution future de la série. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de repérer des schémas répétitifs dans le passé pour prédire l'avenir. Exactement. Une série chronologique peut se décomposer en plusieurs composantes. La tendance, la saisonnalité, le cycle, les variations irrégulières et les variations aléatoires. Pouvez-vous nous expliquer ces différentes composantes? La tendance, c'est l'évolution générale de la série sur le long terme. Par exemple, si les ventes d'un produit augmentent de 5% chaque année, on peut dire qu'il y a une tendance à la hausse. Oui. La saisonnalité, ce sont des variations qui se répètent à intervalles réguliers, comme les ventes de maillots de bain qui augmentent en été et diminuent en hiver. Et le cycle, c'est quoi? Le cycle, ce sont des variations qui s'étalent sur plusieurs années, souvent liées à des facteurs économiques. D'accord. Par exemple, on peut observer un cycle de croissance et de récession économique qui influence les ventes de nombreux produits. Et les variations irrégulières et aléatoires, c'est la même chose là. Pas tout à fait. Les variations irrégulières, ce sont des variations ponctuelles, souvent liées à des événements exceptionnels, comme une grève, une catastrophe naturelle ou une campagne de promotion inattendue de la concurrence. Les variations aléatoires, ce sont des variations imprévisibles, du bruit statistique qu'on ne peut pas expliquer par des facteurs spécifiques. D'accord, merci pour ces explications. On a maintenant une bonne idée des méthodes de prévision classiques. Mais j'imagine qu'avec l'évolution des technologies, il y a de nouvelles approches qui émergent. Absolument. L'analyse prédictive et l'intelligence artificielle sont en train de révolutionner le domaine de la prévision. Ah oui. On utilise de plus en plus d'algorithmes de machine learning pour analyser des données massives, identifier des tendances complexes et générer des prévisions plus précises. Le machine learning, c'est un peu la magie noire pour moi. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? En termes simples, le machine learning permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmés. Imaginez un algorithme qui analyse des millions de transactions bancaires pour détecter des fraudes. Il apprend à identifier les signaux faibles, les anomalies, les patterns suspects, sans qu'on lui dise explicitement ce qu'il faut chercher. C'est impressionnant. Et l'IA générative, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Quel est son rôle dans la prévision? L'IA générative, c'est une branche de l'IA qui permet de créer du contenu original, comme du texte, des images, de la musique, en s'appuyant sur des modèles appris à partir de données existantes. Certaines entreprises commencent à l'utiliser pour améliorer la précision de leurs prévisions, en générant des scénarios alternatifs, en simulant des variations de la demande, etc. C'est fascinant. On a vraiment l'impression que la prévision devient de plus en plus sophistiquée, de plus en plus précise grâce à l'IA. Oui, c'est un domaine en pleine évolution. Et il ne faut pas oublier que la précision de la prévision est essentielle pour prendre les bonnes décisions. Il ne suffit pas de faire des prévisions, il faut aussi les évaluer, les corriger, les améliorer en permanence. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la mesure de la précision des prévisions. On a vu qu'elles sont toujours fausses dans une certaine mesure, Oui. mais certaines sont plus fausses que d'autres. C'est vrai. Comment fait-on pour évaluer la qualité d'une prévision ? Il existe différents indicateurs pour mesurer l'erreur de prévision et choisir le meilleur indicateur dépend de la situation et de l'importance accordée aux différents types d'erreurs. Par exemple, le QM à l'écart quadratique moyen donne plus de poids aux grosses erreurs. Oui. Tandis que l'EAM, l'écart absolu moyen, traite toutes les erreurs de manière égale. Il y a aussi l'EMP, l'écart absolu moyen en pourcentage, qui permettent de relativiser l'erreur par rapport à la valeur réelle. D'accord, donc en fonction de ce qu'on veut mesurer, on choisit l'indicateur le plus pertinent. Et ensuite, on compare les erreurs de prévision obtenues avec différentes méthodes pour identifier la méthode la plus performante pour un cas précis. Exactement. L'objectif est de trouver la méthode qui donne les prévisions les plus précises pour un scénario donné, en tenant compte des spécificités de la demande, de la disponibilité des données, etc. On a maintenant une bonne vision d'ensemble de la prévision de la demande. Oui. Passons maintenant à la production elle-même.
au cœur du management des opérations. Avec plaisir. La production, c'est le processus qui permet de transformer des inputs en outputs, Oui, des matières premières en produits finis. Et ce processus a connu une évolution incroyable au cours de l'histoire. Ah oui, la production a traversé des révolutions majeures, n'est-ce pas? Tout à fait. Avant la fin des années 1700, la production était essentiellement artisanale, avec des outils simples et une production limitée. oui. Puis, la première révolution industrielle a introduit la mécanisation, la vapeur et le charbon, transformant profondément les modes de production. Et la deuxième révolution industrielle, qu'est-ce qui l'a caractérisée? La deuxième révolution industrielle, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, a été marquée par l'électricité, le pétrole, la production de masse et l'essor de nouvelles industries comme l'automobile et l'aviation. Et la troisième révolution industrielle, c'était l'ère de l'électronique et de l'informatique. Non. Exactement. L'électronique, l'informatique et l'automatisation ont permis de développer des systèmes de production plus flexibles, plus efficients. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une quatrième révolution industrielle. Ah oui, la fameuse industrie 4.0A. C'est quoi exactement? C'est une révolution qui est en cours, caractérisée par la convergence des technologies numériques, physiques et biologiques. On parle d'intelligence artificielle, de robotique avancée, d'Internet des objets, de biotechnologie, de nanotechnologie. Waouh, ça promet des changements radicaux dans les modes de production. Oui, on peut s'attendre à des usines intelligentes, hyper connectées, capables de s'adapter en temps réel aux variations de la demande, d'optimiser les processus, de réduire les coûts et d'améliorer la qualité. Et n'oublions pas l'impression 3D qui est en train de révolutionner la fabrication. Tout à fait. L'impression 3D permet de créer des objets personnalisés à partir de modèles numériques, ce qui ouvre des perspectives incroyables en termes de personnalisation de masse, de prototypage rapide, de production locale et de réduction des déchets. Et c'est clair, la production est en constante évolution. Mais concrètement, comment s'organise-t-elle dans les entreprises? Il existe différentes manières d'organiser la production en fonction des produits, des volumes, des processus et de la relation avec les clients. On peut distinguer 3 grandes catégories. La production en continu, la production en discontinu et la production par projet. Prenons la production en continu. Comment ça fonctionne? La production en continu est utilisée pour fabriquer de grandes quantités d'un produit standardisé. Imaginez une raffinerie de pétrole, une usine de production d'électricité ou une chaîne de montage automobile. Les processus sont automatisés, les flux sont continus et la production est optimisée pour un volume élevé. Ok, donc c'est la production de masse par excellence. Et la production en discontinu, c'est quoi? La production en discontinu est plus flexible et permet de fabriquer des produits plus variés, en petite série ou à la demande. Imaginez un atelier d'usinage, une imprimerie ou une boulangerie artisanale. Les machines sont polyvalentes, les opérateurs sont qualifiés et la production est adaptée aux besoins spécifiques de chaque client. Et la production par projet, c'est pour des produits uniques, non? Exactement. La production par projet est utilisée pour réaliser des projets uniques, comme un bâtiment, un avion, un film ou un logiciel. Chaque projet est unique, les équipes sont constituées sur mesure et la production est organisée en phases successives. D'accord. Je vois bien la différence entre ces 3 types de production. Et comment choisit-on le type de production le plus adapté à son activité? Le choix dépend de plusieurs facteurs. Le volume de production, la variété des produits, la complexité des processus, le niveau de personnalisation, les délais de livraison, etc. On peut donc imaginer des entreprises qui combinent différents types de production. Bien sûr, c'est même souvent le cas. Une entreprise peut avoir une ligne de production en continu pour ses produits phares. Oui. Une production en discontinu pour des produits plus spécifiques ou des petites séries. Et une organisation par projet pour des produits uniques ou des prototypes. Et la relation avec les clients, comment est-ce qu'elle influence l'organisation de la production? Il existe 2 grandes stratégies de production, la fabrication sur stock et la fabrication à la commande. Expliquez-nous la différence. La fabrication sur stock, c'est produire en anticipation de la demande, en se basant sur des prévisions. D'accord. On fabrique des produits standards en grande quantité et on les stocke en attendant qu'ils soient commandés. C'est le cas, par exemple, des fabricants de vêtements, de jouets, de produits alimentaires, etc. Et la fabrication à la commande, c'est l'inverse. Oui, dans la fabrication à la commande, on ne produit que lorsqu'on a une commande ferme d'un client. D'accord. C'est le cas, par exemple, des fabricants de meubles sur mesure, de machines industrielles, de prototypes, etc. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque approche? La fabrication sur stock permet de répondre rapidement à la demande, de réduire les délais de livraison Oui. et d'optimiser les coûts de production en fabriquant en grande série.
En revanche, elle implique des coûts de stockage importants, un risque de surproduction si les prévisions sont inexactes, et une flexibilité limitée pour s'adapter aux demandes spécifiques des clients. Et la fabrication à la commande. La fabrication à la commande permet de personnaliser les produits, de réduire les risques de surproduction et de s'adapter aux demandes spécifiques des clients. En revanche, elle implique des délais de livraison plus longs, des coûts de production plus élevés car on fabrique en petites séries et une complexité accrue pour gérer les flux de production. Il y a donc un compromis à faire entre réactivité, flexibilité et coût. Tout à fait. Et il existe une approche hybride, appelée assemblage à la commande, qui combine les avantages des deux. On fabrique des composants standards en grande série, qu'on stocke. Et on les assemble à la demande pour répondre aux besoins spécifiques des clients. C'est le cas par exemple des fabricants d'ordinateurs qui proposent des configurations personnalisées à partir d'un stock de composants de base. C'est une solution intéressante pour concilier les avantages des deux approches. On a maintenant une bonne vision des différents types de production et des stratégies associées. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, l'aménagement de l'espace de production. Ah oui, l'optimisation de l'implantation est un élément clé de la performance de la production. L'objectif est de minimiser les déplacements, de fluidifier les flux de production et de maximiser l'utilisation de l'espace disponible. Et comment s'y prend-on concrètement? J'imagine qu'il y a des méthodes pour concevoir un espace de production efficace. Bien sûr, il existe différentes configurations d'aménagement, chacune adaptée à un type de production particulier. On peut citer par exemple l'implantation en position fixe, l'implantation processus, l'implantation en ligne et l'implantation en îlot. Prenons l'implantation en position fixe. Comment ça fonctionne? L'implantation en position fixe est utilisée lorsque le produit est trop volumineux ou trop lourd pour être déplacé facilement. Oui, je vois. Imaginez la construction d'un bateau, d'un avion ou d'un bâtiment. Les outils et les matériaux sont amenés sur le site de production et les opérateurs travaillent autour du produit en cours de fabrication. D'accord, donc le produit reste immobile. Oui, Et ce sont les opérateurs et les équipements qui se déplacent autour de lui. c'est ça. Et l'implantation en processus, c'est quoi? Dans l'implantation en processus, on regroupe les machines et les postes de travail en fonction de leur fonction. Imaginez un atelier d'usinage où les tours sont regroupés dans une zone, les fraiseuses dans une autre zone, etc. Les produits circulent d'une zone à l'autre en fonction des opérations à réaliser. Et l'implantation en ligne, c'est la fameuse chaîne de montage. Exactement. L'implantation en ligne, aussi appelée implantation en chaîne, est utilisée pour la production en continu de produits standardisés. Les produits avancent sur un convoyeur et chaque poste de travail réalise une opération spécifique. C'est l'image typique de l'usine moderne, avec les ouvriers qui travaillent à la chaîne. Et l'implantation en îlot, c'est quoi? L'implantation en îlot est une approche hybride qui regroupe les machines et les postes de travail en cellules de production autonomes. Chaque cellule, ou îlot, est dédiée à la fabrication d'une famille de produits. D'accord. Imaginez une usine de fabrication de meubles qui dispose d'un îlot pour les chaises, d'un îlot pour les tables, etc. Ok, je vois bien la différence entre ces différentes configurations. On a beaucoup parlé de la production, mais il y a un autre concept clé du management des opérations qu'on n'a pas encore abordé. La capacité de production. Ah oui, la capacité de production, c'est un élément fondamental. C'est la quantité maximale de biens ou de services qu'un système de production peut produire sur une période donnée. C'est un peu comme le moteur de l'entreprise. Si la capacité est insuffisante, on ne peut pas répondre à la demande. Oui, c'est logique. Et si elle est excessive, on gaspille des ressources. Et comment mesure-t-on la capacité de production? J'imagine que ça dépend du type d'entreprise et du produit fabriqué. Tout à fait. La mesure de la capacité dépend de l'unité de mesure utilisée. Pour une usine de production de voitures, on peut mesurer la capacité en nombre de voitures produites par jour. Pour une entreprise de service, on peut mesurer la capacité en nombre de clients servis par heure. D'accord, donc la mesure de la capacité doit être adaptée à chaque situation. Mais quels sont les facteurs qui influencent la capacité de production? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut produire plus ou moins? Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer la capacité de production, comme les installations, la gamme de produits, les processus, les ressources humaines, l'organisation des opérations, les forces extérieures, l'intégration verticale et les technologies. Waouh, ça fait beaucoup de facteurs. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets pour chaque facteur? Bien sûr. Prenons les installations. La taille de l'usine, le nombre de machines, l'aménagement de l'espace de travail, la disponibilité des équipements. Tout cela peut influencer la capacité de production. Si l'usine est trop petite, si les machines sont obsolètes, si l'espace de travail est mal organisé, la production sera limitée. Et la gamme de produits, comment est-ce qu'elle influence la capacité de production? Plus la gamme de produits est large et diversifiée,
Plus la production est complexe et plus la capacité est réduite. Imaginez une entreprise qui fabrique un seul modèle de voiture, en grande série. Sa production est optimisée, ses processus sont standardisés, sa capacité est élevée. Maintenant, imaginez une entreprise qui fabrique des dizaines de modèles de voitures, avec des options et des finitions différentes. Sa production est beaucoup plus complexe, ses processus sont moins standardisés, sa capacité est réduite. C'est logique. Et les processus, comment est-ce qu'ils influencent la capacité? La complexité des processus de fabrication, le nombre d'étapes, les temps de cycle, les rendements, tout cela peut influencer la capacité. Si les processus sont complexes, s'il y a beaucoup d'étapes, si les temps de cycle sont longs, la production sera ralentie et la capacité sera réduite. Et les ressources humaines, quel est leur impact sur la capacité de production? Le nombre d'employés, leurs compétences, leur expérience, leur motivation, leur taux d'absentéisme, tout cela peut influencer la capacité de production. Si l'entreprise manque de personnel qualifié, si les employés sont peu motivés, si le taux d'absentéisme est élevé, la production sera affectée et la capacité sera réduite. D'accord, je comprends. Et l'organisation des opérations, comment est-ce qu'elle influence la capacité? L'organisation du travail, l'équilibrage des lignes de production, la gestion des stocks, la maintenance des équipements, tout cela peut influencer la capacité de production. Si le travail est mal organisé, si les lignes de production sont déséquilibrées, si les stocks sont mal gérés, si la maintenance est négligée, la production sera perturbée et la capacité sera réduite. Si le travail est mal organisé, si les lignes de production sont déséquilibrées, si les stocks sont mal gérés, si la maintenance est négligée, la production sera perturbée et la capacité sera réduite. On voit bien que la capacité de production est un élément très sensible, qui dépend de nombreux facteurs internes à l'entreprise. Mais il y a aussi des facteurs externes qui peuvent l'influencer, non? Tout à fait. Les réglementations gouvernementales, les normes de sécurité, les conditions météorologiques, les crises économiques, les tensions géopolitiques, tout cela peut avoir un impact sur la capacité de production. Par exemple, une nouvelle réglementation environnementale peut obliger une entreprise à modifier ses processus de production, ce qui peut réduire sa capacité. Une crise économique peut entraîner une baisse de la demande, ce qui peut inciter une entreprise à réduire sa capacité. C'est clair, l'environnement extérieur peut avoir un impact considérable sur la capacité de production. Et l'intégration verticale, comment est-ce qu'elle influence la capacité? Le degré d'intégration verticale, c'est-à-dire la proportion d'activités réalisées en interne par rapport à la sous-traitance, peut influencer la capacité de production. Une entreprise très intégrée verticalement, qui réalise la plupart de ses activités en interne, aura un meilleur contrôle sur sa capacité, mais elle sera aussi plus exposée aux risques. Une entreprise qui sous-traite beaucoup d'activités aura une capacité plus flexible, mais elle sera plus dépendante de ses sous-traitants. D'accord, donc le choix du degré d'intégration verticale est un arbitrage stratégique qui dépend des objectifs de l'entreprise, de son niveau de risque acceptable et de la nature de ses activités. Et les technologies, comment est-ce qu'elles influencent la capacité de production? Les technologies peuvent avoir un impact considérable sur la capacité de production. L'automatisation, la robotique, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information, toutes ces technologies peuvent améliorer l'efficacité, la flexibilité et la productivité des processus de production, ce qui peut augmenter la capacité. On voit bien que les technologies sont un levier important pour améliorer la capacité de production. Mais au final, comment est-ce que les entreprises prennent des décisions concernant leur capacité de production? Comment savent-elles quand il faut augmenter ou réduire leur capacité? La planification de la capacité est un processus crucial pour les entreprises. Il s'agit de déterminer la quantité de capacité nécessaire, le moment où elle doit être ajoutée, la manière dont elle doit être ajoutée et l'endroit où elle doit être située. Ok, donc c'est un processus complexe qui implique de nombreuses décisions. Comment s'y prend donc concrètement? La première étape, c'est d'analyser la demande future. On s'appuie sur les prévisions de vente, les tendances du marché, les plans stratégiques de l'entreprise. On essaye d'estimer la demande future pour nos produits ou services. Et Ensuite, on évalue la capacité actuelle de production. On analyse les facteurs qu'on a évoqués précédemment. Les installations, la gamme de produits, les processus, les ressources humaines. On essaie de déterminer la quantité maximale que l'on peut produire avec nos ressources actuelles. Et après, on compare la demande future à la capacité actuelle. Si la demande future est supérieure à la capacité actuelle, il faut augmenter la capacité de production. Si la demande future est égale à la capacité actuelle, il faut réduire la capacité de production. Ah vrai. Et si la demande future est égale à la capacité actuelle, on peut maintenir la capacité actuelle. D'accord, c'est assez logique. Mais augmenter ou réduire la capacité de production, ce ne sont pas des décisions faciles à prendre.
Comment détermine-t-on le meilleur moment pour ajuster la capacité? Il y a plusieurs options. On peut anticiper l'augmentation de la demande en augmentant la capacité à l'avance. C'est une stratégie qui permet de répondre rapidement à la demande, mais qui implique aussi des risques financiers importants si la demande ne se matérialise pas comme prévu. Ok, si on veut jouer à la sécurité, on attend que la demande augmente avant d'investir dans de nouvelles capacités. C'est une autre option, oui. On peut attendre que la demande augmente pour ajouter de la capacité juste au moment où on en a besoin. C'est une stratégie moins risquée financièrement, mais qui peut entraîner des pertes de vente si on n'est pas capable de répondre à la demande dans les délais. Et si on est vraiment prudent, on peut même attendre que la demande soit déjà supérieure à la capacité avant de réagir. C'est possible, oui. On peut augmenter la capacité de production après que la demande ait déjà augmenté. C'est une stratégie qui minimise les risques financiers, mais qui peut entraîner des retards de livraison, des pertes de parts de marché et une insatisfaction des clients. Donc, le choix du meilleur moment pour ajuster la capacité dépend du niveau de risque acceptable, de la volatilité de la demande et des délais de mise en place de la capacité. C'est exactement. Il n'y a pas de solution unique. Il faut analyser chaque situation au cas par cas. Et une fois qu'on a décidé d'ajouter de la capacité, comment fait-on concrètement? Quelles sont les options possibles? Il y a plusieurs manières d'ajouter la capacité. On peut investir dans de nouvelles installations, acheter de nouvelles machines, embaucher du personnel supplémentaire, augmenter les heures supplémentaires, sous-traiter une partie de la production, optimiser les processus existants, etc. D'accord, donc le choix de la méthode dépend de la nature de l'activité, des ressources disponibles, des délais et des coûts associés à chaque option. Et la localisation de la capacité, comment est-ce qu'on la détermine? Le choix de la localisation dépend de plusieurs facteurs. La proximité des marchés, la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, les coûts de transport, les infrastructures disponibles, les incitations fiscales, etc. On a maintenant une bonne vision de la planification de la capacité. Mais j'imagine qu'il est important de pouvoir calculer les besoins en ressources pour la production. Comment fait-on pour savoir de combien de machines, de combien d'employés et de combien de matières premières on a besoin pour produire une certaine quantité de produits? Absolument. Le management des opérations implique de déterminer les ressources nécessaires pour la production, notamment les machines, la main-d'œuvre et les matières premières. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de calcul des besoins en machines? Imaginez une entreprise qui fabrique des vélos. Elle doit produire 100 vélos par jour et chaque vélo nécessite 2 heures de temps machine. Si l'entreprise fonctionne 8 heures par jour, elle dispose de 800 heures de temps machine par jour. Pour produire 100 vélos en 800 heures, il faut que chaque vélo soit produit en 8 heures. Donc l'entreprise a besoin de 100 machines pour atteindre son objectif de production. C'est clair. Et pour les besoins en main-d'œuvre? Le calcul est similaire, mais il faut tenir compte du temps de travail disponible par employé, des compétences requises, des taux d'absentéisme et des temps de formation. Et pour les matières premières? Il faut déterminer la quantité de chaque matière première nécessaire pour produire une unité de produit fini en tenant compte des pertes et des rebuts. Ensuite, on multiplie cette quantité par le nombre d'unités à produire pour obtenir les besoins totaux en matières premières. Ok, j'ai compris. On a vu comment planifier la capacité et calculer les besoins en ressources. Mais comment gère-t-on le flux des matériaux dans le processus de production? Comment s'assure-t-on que les bonnes matières premières sont disponibles au bon moment, au bon endroit et en quantité suffisante? C'est là qu'intervient le MRP, le Material Requirements Planning, aussi appelé calcul des besoins nets, CBN en français. Expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est un concept que j'ai toujours du mal à saisir. Le MRP est un système de planification qui permet de déterminer les besoins en matières premières et en composants pour la production. Imaginez-le comme un chef d'orchestre qui coordonne l'approvisionnement des matériaux en fonction du plan de production. Il prend en compte les délais d'approvisionnement, les niveaux de stock et surtout les nomenclatures des produits. Les nomenclatures, qu'est-ce que c'est exactement? Les nomenclatures, aussi appelées Bills of Materials en anglais, sont des listes détaillées de tous les composants nécessaires pour fabriquer un produit fini. Elles indiquent la quantité de chaque composant, les relations entre les composants et les niveaux d'assemblage. Donc si je comprends bien, le MRP utilise ces nomenclatures pour savoir quels composants commander, en quelle quantité et à quel moment. Exactement. Le MRP part du plan de production qui indique les quantités de produits finis à produire et les dates de livraison. Ensuite, il utilise les nomenclatures pour décomposer les produits finis en composants et sous-ensembles. En tenant compte des délais d'approvisionnement et des niveaux de stock, le MRP calcule les besoins nets en composants et matières premières pour chaque période de production. Et comment le MRP gère-t-il les délais d'approvisionnement?
Le MRP utilise le concept de lead time qui représente le temps nécessaire pour obtenir un composant ou une matière première. Ce délai comprend le temps de commande, le temps de transport, le temps de réception et le temps de mise à disposition en stock. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, le MRP calcule à rebours à partir de la date de livraison du produit fini, en tenant compte des délais d'approvisionnement de chaque composant pour déterminer le moment optimal pour passer les commandes. Exactement. L'objectif est de s'assurer que les composants et les matières premières soient disponibles au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, pour éviter les ruptures de stock et les retards de production. C'est vraiment un système de planification très puissant. Mais j'imagine qu'il nécessite une grande rigueur dans la saisie des données et la mise à jour des nomenclatures. Oui, absolument. Le MRP est un outil puissant, mais il est essentiel de l'alimenter avec des données précises et fiables pour qu'il soit efficace. On a maintenant une bonne vue d'ensemble du MRP. Mais une fois qu'on a planifié la production et les besoins en ressources, comment gère-t-on les activités de production au quotidien? Comment s'assure-t-on que tout se déroule comme prévu sur le terrain? C'est là qu'intervient le pilotage des activités de production. PAP. Expliquez-nous ce concept. En quoi consiste le pilotage des activités de production? Le PAP, c'est l'ensemble des actions qui permettent de suivre et de contrôler l'exécution du plan de production. Imaginez un chef d'atelier qui supervise la production en temps réel, qui s'assure que les ordres de fabrication sont lancés dans le bon ordre, que les ressources sont disponibles au bon moment, que les produits sont fabriqués selon les spécifications et que les délais sont respectés. Donc, le PEPA, c'est le lien entre la planification et la réalité du terrain. Et quelles sont les principales activités du PAPA? Le PAPA comprend 5 principales activités. La vérification et le lancement, la programmation détaillée, le suivi de la production, le contrôle et la rétroaction, et la fermeture de l'ordre. Pouvez-vous nous détailler chacune de ces activités? Bien sûr. La vérification et le lancement consistent à s'assurer que tous les éléments nécessaires à la production sont disponibles avant de lancer un ordre de fabrication. Cela comprend les matières premières, les composants, les outils, les équipements, la documentation technique et la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est une étape de préparation essentielle pour éviter les mauvaises surprises en cours de production. Et la programmation détaillée, c'est quoi exactement? La programmation détaillée, aussi appelée ordonnancement, consiste à déterminer l'ordre dans lequel les ordres de fabrication seront exécutés. On prend en compte les priorités, les délais, les ressources disponibles et les contraintes de production. C'est comme un puzzle qu'on essaie d'assembler de la manière la plus optimale possible. Et le suivi de la production, comment ça se passe ça? Le suivi de la production consiste à suivre l'avancement des ordres de fabrication en temps réel. On collecte des données sur les quantités produites, les temps de cycle, les rebuts, les arrêts machines, etc. On utilise des tableaux de bord, des indicateurs de performance, des outils informatiques pour visualiser l'état de la production et identifier les problèmes éventuels. Donc, c'est une activité essentielle pour garder le contrôle de la production et réagir rapidement en cas de problème. Et le contrôle et la rétroaction, c'est quoi? Le contrôle et la rétroaction consistent à comparer l'exécution de la production au plan initial, à identifier les écarts et à mettre en place des actions correctives pour ajouter la production et respecter les objectifs. C'est une boucle d'amélioration continue qui permet d'apprendre de ses erreurs et d'optimiser les processus. Et la fermeture de l'ordre, c'est la dernière étape du PEPA. Oui, la fermeture de l'ordre consiste à clôturer un ordre de fabrication, une fois qu'il a été entièrement réalisé et que les produits finis ont été contrôlés et mis à disposition en stock. C'est le moment de faire le bilan de la production, d'analyser les performances, d'identifier les axes d'amélioration et de capitaliser sur les bonnes pratiques. Ok, j'ai une bonne compréhension du PAPA. On a maintenant parcouru l'ensemble du processus de production, de la prévision de la demande à la gestion des activités de production. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, la résilience des supply chains. On vit dans un monde de plus en plus complexe et volatile, et les entreprises doivent être capables de faire face aux imprévus et aux perturbations. Absolument. La résilience des supply chains est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, surtout dans le contexte actuel de mondialisation, de tensions géopolitiques et de crise sanitaire. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par résilience des supply chains? La résilience d'une supply chain est sa capacité à résister aux chocs, à s'adapter aux changements et à se remettre rapidement d'une perturbation. Imaginez une chaîne d'approvisionnement comme un élastique. Plus elle est résiliente, plus elle peut s'étirer sans se rompre. C'est une image parlante. Et quels sont les types de perturbations auxquelles les supply chains sont confrontés? Il existe de nombreux types de perturbations qu'on peut classer en 3 grandes catégories. Les perturbations opérationnelles, les perturbations externes et les perturbations structurelles. Prenons les perturbations opérationnelles. C'est quoi exactement? Les perturbations opérationnelles sont des incidents qui affectent le fonctionnement quotidien de la supply chain.
On peut citer par exemple les pannes machines, les accidents du travail, les erreurs de livraison, les retards de transport, les grèves ou les pénuries de matières premières. Ok, et les perturbations externes? Les perturbations externes sont des événements qui surviennent en dehors du contrôle direct de l'entreprise et qui peuvent avoir un impact sur la supply chain. On peut citer par exemple les catastrophes naturelles, les crises politiques, les épidémies, les fluctuations des taux de change ou les changements de législation. Et les perturbations structurelles? Les perturbations structurelles sont des changements profonds qui affectent l'organisation et le fonctionnement de la supply chain. On peut citer par exemple les fusions-acquisitions, les changements de stratégie, les innovations technologiques ou les nouveaux modèles économiques. D'accord, je vois. Et comment les entreprises peuvent-elles améliorer la résilience de leur supply chain? Il existe plusieurs leviers pour renforcer la résilience. La diversification des sources d'approvisionnement, la constitution de stocks de sécurité, la collaboration avec les partenaires de la supply chain, la flexibilité des processus de production et la mise en place d'un système d'information performant. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets pour chaque levier? Bien sûr. Prenons la diversification des sources d'approvisionnement. Au lieu de dépendre d'un seul fournisseur, une entreprise peut s'approvisionner auprès de plusieurs fournisseurs situés dans différentes régions du monde. En cas de problème chez un fournisseur, l'entreprise peut se tourner vers un autre fournisseur et éviter une rupture de stock. C'est une stratégie de bon sens, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Et pour la constitution de stocks de sécurité? Une entreprise peut constituer des stocks de sécurité pour les produits critiques, afin de pouvoir faire face à une augmentation imprévue de la demande ou à un retard de livraison. Le niveau de stock de sécurité dépend du niveau de risque acceptable, du coût de stockage et de la criticité du produit. Donc, c'est un compromis à faire entre le coût du stockage et le risque de rupture de stock. Et pour la collaboration avec les partenaires de la supply chain? Une entreprise peut renforcer la collaboration avec ses fournisseurs, ses transporteurs et ses clients en partageant des informations, en planifiant conjointement et en mettant en place des processus de gestion des risques communs. Cela permet d'anticiper les problèmes, de réagir plus rapidement et de coordonner les actions en cas de perturbation. C'est une approche collaborative qui nécessite une grande confiance entre les partenaires. Et pour la flexibilité des processus de production? Une entreprise peut accroître la flexibilité de ses processus de production en utilisant des machines polyvalentes, en formant ses opérateurs à plusieurs postes de travail et en concevant des produits modulaires qui peuvent être facilement adaptés aux changements de la demande. C'est une approche qui permet de s'adapter rapidement aux imprévus. Et pour la mise en place d'un système d'information performant? Un système d'information performant permet de suivre les flux de matériaux en temps réel, de détecter les anomalies, de communiquer rapidement avec les partenaires et de prendre des décisions éclairées en cas de perturbation. Ok, j'ai une bonne compréhension des leviers de résilience, mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé. La mondialisation. Comment la mondialisation impacte-t-elle la résilience des supply chains? La mondialisation a profondément transformé les supply chains en les rendant plus complexes, plus étendues et plus indépendantes. Les entreprises s'approvisionnent et produisent dans le monde entier, ce qui leur permet de bénéficier d'avantages comparatifs, mais qui les expose également à de nouveaux risques. Pouvez-vous nous donner des exemples de risques liés à la mondialisation? Bien sûr. On peut citer par exemple les risques géopolitiques, les risques de catastrophes naturelles, les risques de pandémie, les risques de fluctuation des taux de change, les risques de barrières douanières, etc. Ok, je vois. Et comment les entreprises peuvent-elles gérer ces risques? Il est essentiel de bien comprendre les risques liés à la mondialisation et de mettre en place des stratégies de mitigation. On peut citer par exemple la diversification des sources d'approvisionnement, la sécurisation des transports, la mise en place de plans de continuité d'activité, la souscription d'assurances, etc. D'accord, j'ai une meilleure compréhension des enjeux de la mondialisation pour les supply chains. Mais il y a un autre concept qu'on a évoqué tout à l'heure. La glocalisation. Pouvez-vous nous expliquer ce concept? La glocalisation est une stratégie qui consiste à adapter des produits ou des services globaux aux marchés locaux. C'est une combinaison des mots globalisation et localisation. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de glocalisation? Bien sûr. Imaginez une chaîne de restauration rapide qui propose un menu standardisé dans le monde entier, mais qui adapte certains plats aux goûts locaux. Par exemple, McDonald's propose des McRice en Asie, des McArabia au Moyen-Orient et des McLobster au Canada. C'est intéressant. Et la globalisation, c'est quoi exactement? La globalisation est un concept qui décrit le ralentissement de la mondialisation observé ces dernières années. Ce ralentissement est dû à plusieurs facteurs, comme la montée du protectionnisme, les tensions commerciales entre les grandes puissances, l'augmentation des coûts de transport, etc. Donc la globalisation pourrait-elle avoir un impact sur les supply chains? Oui, la globalisation pourrait inciter les entreprises à relocaliser une partie de leur production,
à privilégier les circuits courts et à renforcer leur ancrage local. Cela pourrait avoir un impact positif sur la résilience des supply chains, en réduisant la dépendance aux fournisseurs étrangers et en limitant les risques liés au transport international. C'est une perspective intéressante. Et la sustainnovation, c'est quoi juste? La sustainnovation est un concept qui combine la durabilité et l'innovation. Il s'agit de développer des produits, des services et des processus de production qui sont à la fois innovants, performants et respectueux de l'environnement. Et quel est le lien entre la sustainnovation et la résilience des supply chains? La sustainnovation peut contribuer à la résilience des supply chains en réduisant la dépendance aux ressources rares, en limitant l'impact environnemental des activités, en améliorant l'image de marque de l'entreprise, etc. Ok, je vois. On a beaucoup parlé de résilience, mais j'imagine qu'il est important de pouvoir mesurer la complexité d'une supply chain pour identifier les points faibles et les axes d'amélioration. Absolument. La complexité d'une supply chain peut avoir un impact significatif sur sa résilience et sa performance. Plus une supply chain est complexe, plus elle est difficile à gérer, plus elle est vulnérable aux perturbations et plus elle est coûteuse à exploiter. Et comment mesure-t-on la complexité d'une supply chain? Il existe plusieurs indicateurs de complexité, comme le nombre de fournisseurs, le nombre de sites de production, la distance géographique entre les sites, le nombre de produits, la variabilité de la demande, etc. Ok, je vois. Et plus ces indicateurs sont élevés, plus la supply chain est complexe et plus elle est vulnérable aux perturbations. C'est bien ça. Il est important de comprendre les sources de complexité et de mettre en place des actions pour la maîtriser. Et comment peut-on maîtriser la complexité d'une supply chain? Y a-t-il des méthodes ou des stratégies spécifiques pour simplifier une supply chain? Oui, bien sûr. Martin Christopher, un expert en supply chain management, propose une approche en 5 étapes pour maîtriser la complexité. C'est intéressant. Pouvez-vous nous détailler ces différentes étapes? Bien sûr. La première étape consiste à comprendre la source de la complexité. Il faut identifier les facteurs qui contribuent à la complexité de la supply chain, comme la variété des produits, le nombre de fournisseurs, la dispersion géographique des sites de production, la volatilité de la demande ou la complexité des processus. Ok, donc la première étape, c'est de poser un diagnostic, de comprendre d'où vient la complexité. Et la deuxième étape? La deuxième étape consiste à identifier les éléments de complexité qui ajoutent de la valeur et ceux qui n'en ajoutent pas. Il faut distinguer la complexité nécessaire, qui permet de répondre aux besoins des clients et de différencier l'offre de la concurrence de la complexité inutile, qui génère des coûts et des risques sans apporter de valeur ajoutée. C'est une distinction importante. On ne veut pas supprimer la complexité qui apporte de la valeur à nos clients, mais on veut éliminer la complexité qui ne sert à rien. Et la troisième étape? La troisième étape consiste à chercher à éliminer la complexité qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Il s'agit de simplifier les processus, de standardiser les produits, de rationaliser le portefeuille de fournisseurs, de centraliser les stocks ou d'automatiser les tâches répétitives. Donc, la troisième étape, c'est le passage à l'action, la simplification de la supply chain. Et la quatrième étape? La quatrième étape consiste à minimiser le coût de la complexité à valeur ajoutée. Il s'agit d'optimiser les processus, de négocier des contrats avantageux avec les fournisseurs, de mutualiser les ressources, d'utiliser des technologies de l'information performantes et de développer des compétences internes. Ok, donc on accepte la complexité qui apporte de la valeur, mais on essaye de la gérer au mieux pour minimiser son coût. Et la cinquième étape? La cinquième étape consiste à surveiller et à examiner en permanence le rapport coût-bénéfice de la complexité. Il s'agit de mettre en place des indicateurs de performance, de suivre l'évolution de la complexité, de réévaluer régulièrement les choix effectués et d'ajuster les actions en conséquence. C'est une approche pragmatique et itérative. On ne se contente pas de simplifier une fois pour toutes, on surveille en permanence la complexité pour s'assurer qu'elle reste sous contrôle. Ok, j'ai une bonne compréhension de l'approche de Martin Christopher. Mais il y a un dernier concept qu'on n'a pas encore abordé. Le modèle SCORE. Pouvez-vous nous expliquer ce modèle? Le modèle SOCOR, Supply Chain Operations Reference Model, est un référentiel mondial des processus de supply chain. Il a été développé par le Supply Chain Council, une organisation professionnelle qui regroupe des experts en supply chain management. Et quel est l'objectif du modèle SCORE? À quoi sert-il concrètement? Le modèle SCORE vise à fournir un langage commun pour décrire les processus de la supply chain, à permettre aux entreprises de benchmarker leurs performances par rapport aux meilleures pratiques, à identifier les axes d'amélioration et à faciliter la communication et la collaboration entre les différents acteurs de la supply chain. Et comment le modèle SCORE est-il structuré? Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans ce modèle? Le modèle SCORE est organisé en 5 processus de base. Planifier, approvisionner, produire, livrer et retourner.
Ces 5 processus couvrent l'ensemble des activités de la supply chain, de la planification de la demande à la gestion des retours. Pouvez-vous nous détailler ces différents processus? Bien sûr. Le processus Planify comprend toutes les activités de planification de la supply chain, comme la prévision de la demande, la planification de la production, la gestion des stocks et la planification des transports. Et le processus approvisionné. Le processus approvisionné comprend toutes les activités d'approvisionnement, comme la sélection des fournisseurs, la négociation des contrats, la passation des commandes, la réception des marchandises, le contrôle de la qualité et le paiement des factures. Et le processus produire. Le processus produire comprend toutes les activités de production, comme la transformation des matières premières, l'assemblage des composants, le conditionnement des produits finis, le contrôle de la qualité et la gestion des stocks de produits finis. Et le processus livré. Le processus livré comprend toutes les activités de distribution, comme la gestion des entrepôts, la préparation des commandes, le transport des marchandises, la livraison aux clients et la gestion des retours. Et le processus retourné. Le processus retourner comprend toutes les activités de gestion des retours, comme la réception des produits retournés, le contrôle de la qualité, le reconditionnement, le recyclage, la destruction et le remboursement des clients. Ok, j'ai une bonne compréhension du modèle ESCORE. Mais comment les entreprises peuvent-elles utiliser ce modèle dans la pratique? Comment est-ce qu'on passe de la théorie à l'action? Le modèle SCORE peut être utilisé de différentes manières pour cartographier les processus de la supply chain et identifier les points faibles, pour benchmarker les performances de l'entreprise par rapport aux meilleures pratiques du secteur, pour identifier des opportunités d'amélioration, pour mettre en place des indicateurs de performance, pour former les équipes, etc. C'est un outil très complet. On a maintenant une vision panoramique du management des opérations, de la prévision de la demande à la résilience des supply chains, en passant par la gestion de la production, la planification de la capacité et le modèle ESCORE. On a couvert beaucoup de terrain. Oui, c'est vrai. On a vraiment fait une plongée au cœur de ce domaine passionnant. J'espère que nos auditeurs ont pu apprécier la richesse et la complexité du management des opérations et qu'ils ont compris l'importance de cette discipline pour la performance des entreprises. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Quels sont les grands défis qui attendent le management des opérations dans les années à venir? Comment est-ce que ce domaine va évoluer? C'est une excellente question. Je pense que les grands défis seront l'intégration des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets, la gestion de la complexité croissante des supply chains mondiales, la prise en compte des enjeux de durabilité et de responsabilité sociale, l'adaptation aux nouvelles attentes des clients, notamment en termes de personnalisation et de rapidité de livraison, et le développement des compétences et des talents pour répondre aux besoins futurs du marché. C'est passionnant. On a hâte de voir comment le management des opérations va évoluer pour relever ces défis. Merci beaucoup pour vos explications, c'était très enrichissant. De rien, c'était un plaisir de partager mes connaissances avec vous. On a beaucoup parlé de la mondialisation et de son impact sur les supply chains. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de supply chains mondiales aujourd'hui? Est-ce que les frontières ont vraiment disparu? Ce qui est fascinant, c'est qu'on assiste à une véritable intégration des économies à l'échelle mondiale. Les flux de biens, de services, de personnes, de capitaux et d'idées se développent à une vitesse incroyable. Prenons l'exemple du smartphone. On a vu que ces composants viennent des 4 coins du monde. Exactement. C'est un symbole parfait de la globalisation des supply chains. La conception, la fabrication des composants, l'assemblage, la distribution, tout est réparti sur plusieurs continents. Mais est-ce que cette mondialisation à outrance n'est pas un peu fragile? On a vu avec la pandémie que les supply chains peuvent être facilement perturbées. C'est vrai, et c'est là qu'on voit émerger des concepts comme la glocalisation et la slowbalisation. La glocalisation, c'est l'idée d'adapter des produits globaux aux marchés locaux, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Par exemple, une marque de vêtements peut proposer des collections globales, mais aussi des collections spécifiques à certains pays, en tenant compte des goûts, des traditions et des conditions climatiques locales. C'est une façon de concilier la globalisation avec la diversité culturelle. Exactement. Et la slowbalisation, c'est un mouvement qui prône un ralentissement de la mondialisation en favorisant les circuits courts, la production locale et la consommation responsable. Donc une sorte de retour aux sources. On peut le voir comme ça. L'idée est de réduire la dépendance aux supply chains globales qui sont souvent longues, complexes et opaques. Et la sustainabilité, quel est son rôle dans tout ça? La sustainabilité, c'est la combinaison de la durabilité et de l'innovation. C'est l'idée de développer des produits, des services et des supply chains qui sont à la fois performants, rentables et respectueux de l'environnement. C'est un beau défi. Mais comment concilier ces différents concepts? La globalisation, la localisation, la slowbalisation, la sustainabilité.
Comment trouver le bon équilibre? C'est une question complexe et il n'y a pas de réponse simple. Chaque entreprise doit trouver sa propre voie en fonction de ses objectifs, de ses valeurs, de ses marchés et de ses ressources. On a beaucoup parlé des défis de la supply chain. Mais est-ce qu'il existe des outils pour les analyser et les gérer? Comment est-ce que les entreprises peuvent s'y retrouver dans ce monde complexe? Oui, bien sûr. On a déjà évoqué le modèle SOSCORE, qui est un référentiel très utile pour comprendre les processus de la supply chain. Oui, ouais. Bien sûr. On a déjà évoqué le modèle BESCORE, qui est un référentiel très utile pour comprendre les processus de la supply chain et identifier les axes d'amélioration. Mais il existe aussi d'autres outils, comme les logiciels de simulation, qui permettent de tester différents scénarios et d'évaluer l'impact des perturbations. C'est vraiment un domaine en pleine effervescence. On a l'impression que le management des opérations est en train de vivre une véritable révolution, avec l'arrivée de nouvelles technologies, de nouveaux concepts et de nouveaux défis. C'est exact. Le management des opérations est une discipline en constante évolution qui doit s'adapter aux changements rapides de l'environnement économique, technologique et social. Et c'est une discipline qui est de plus en plus importante pour la performance des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Tout à fait. Le management des opérations est devenu un facteur clé de succès pour les entreprises qui veulent être compétitives, innovantes et durables. C'est une conclusion inspirante. Merci beaucoup pour cette plongée profonde dans le monde du management des opérations. J'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses et j'espère que nos auditeurs aussi. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de partager mes réflexions avec vous et vos auditeurs. C'est qu'on a l'impression d'assister à une transformation profonde du monde de l'entreprise. Et au fond, tout ça, ça nous ramène à la question fondamentale du management des opérations. Comment transformer des ressources en valeur pour les clients? Comment créer des produits et des services qui répondent à leurs besoins, qui les enchantent tout en étant performants, rentables et durables? C'est exactement ça. Le management des opérations, c'est l'art de concilier des objectifs parfois contradictoires. La qualité, le coût, les délais, la flexibilité, l'innovation, la durabilité. Et c'est un art qui ne cesse d'évoluer, de se réinventer au gré des avancées technologiques, des changements économiques et sociaux et des nouvelles attentes des clients. Et pour conclure cette plongée dans le monde du management des opérations, j'aimerais vous poser une dernière question. Imaginez que vous deviez donner un seul conseil à un jeune entrepreneur qui se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Quel serait le conseil le plus important que vous pourriez lui donner pour réussir dans le domaine du management des opérations? Si je ne devais donner qu'un seul conseil, ce serait celui-ci. Ne sous-estimez jamais l'importance de l'humain. Le management des opérations, c'est avant tout une affaire d'hommes et de femmes. Ce sont les personnes qui conçoivent les processus, qui pilotent les opérations, qui gèrent les relations avec les fournisseurs, qui interagissent avec les clients. Investissez dans vos équipes, formez-les, responsabilisez-les, donnez-leur les moyens de réussir et vous verrez que la performance suivra. C'est un excellent conseil. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant et très enrichissant. J'ai l'impression d'avoir une vision beaucoup plus claire du monde du management des opérations et j'espère que nos auditeurs aussi. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir de partager mes réflexions avec vous. Chers auditeurs, on espère que cette exploration du management des opérations vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée profonde dans un autre domaine passionnant. À bientôt.